Bonjour, aujourd'hui j'ai pensé passer en revue le mois de janvier pour vous donner quelques points qui ont attiré mon attention. Évidemment, on ne peut pas passer en revue là, tous les facteurs qui sont pertinents dans le marché, mais j'ai pensé vous montrer un peu mon regard que j'ai eu à travers la performance boursière du mois de janvier 2023. On va parler aussi de l'économie et du marché obligataire. Donc, on va déballer tout ça dès maintenant. Au niveau de l'économie, on va parler du Canada puis des États-Unis, mais en premier, si on s'arrête au niveau de l'économie américaine, un des facteurs qui est très difficile à cerner, c'est à quel point l'inflation salariale, parce que dans les derniers mois, les employés avaient de plus en plus de hausse salariale. On se demandait à quel point ça pouvait alimenter l'inflation. Et si éventuellement, on pouvait voir quand même un ralentissement au niveau des hausses salariales. Et c'est exactement ce qu'on a vu vers la fin du mois de janvier. On s'entendait des hausses salariales pour le mois de janvier, de décembre, pardon, d'environ une hausse de 1,3 %. Finalement, la hausse a été de 1 %, légèrement plus bas, ce qui rassure un peu le marché que l'inflation salariale, tranquillement, commence à ralentir. Récemment, dans une des capsules, je parlais aussi des prix de la consommation. Puis, pour qu'on puisse observer vraiment un ralentissement des prix de la consommation, le facteur qui a le plus de poids, c'est le facteur service. Et à l'intérieur de ça, c'est le logement. Et là encore, on est en train de voir quand même une baisse au niveau du prix du logement, ce qui probablement laisse entendre que les données au niveau du prix de la consommation pourraient continuer de baisser à cause de ce facteur-là. Ici au Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a eu les données au niveau du PIB. Les données mensuelles se sont situées à 0,1 %. Si on annualise cette donnée-là, ça donne un taux de 1,2 %. Évidemment, il y a l'aspect de saisonnalité à prendre en question là-dedans, mais on peut voir quand même un certain refroidissement au niveau du PIB canadien. Puis tant au Canada qu'aux États-Unis, on a eu beaucoup de données qui mentionnaient, entre autres, dans le secteur manufacturier et industriel, un ralentissement, même voire une contraction dans certaines régions aux États-Unis, selon les réserves fédérales de diverses régions. Qu'est-ce qui se passe au niveau du marché obligataire avec toutes ces données économiques-là? Bien, on voit vraiment une inversion de la courbe. C'est quoi une inversion de la courbe? C'est lorsque les taux court terme, par exemple, de 3 mois et 2 ans, offrent des taux d'intérêt supérieurs aux taux de 10 ans. Et quand la courbe est inversée, historiquement, ça annonce une récession. Actuellement, l'inversion est tellement accentuée entre mes 2 ans et mes 10 ans que cet écart-là, c'est le plus large depuis 1990. Donc, le marché obligataire, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on devrait observer une récession. Et là, je dis aux gens, il faut faire attention parce qu'entre une récession technique où on voit une contraction du PIB au Canada sur une période de 6 mois, c'est pas nécessairement un signe d'une récession sévère. La vraie définition d'une récession prend entre autres d'autres facteurs. Donc, je donne un exemple. Le taux de chômage, si on considère plein emploi, qui serait à 5 %, mais actuellement, on est nettement en dessous de ça. Donc, même s'il y avait une hausse du taux de chômage, mais qu'on reste autour du seuil du plein emploi, autour de 5 %, il ne faut pas non plus être trop craintif de ce risque-là. On a encore beaucoup de données à suivre. Je ne fais pas de prédiction ici, mais ce qu'on peut voir, c'est que l'économie ralentit et peut-être on peut observer un atterrissage en douceur. Et ces données-là donnent la conviction actuellement au marché que probablement la dernière hausse qu'on vient d'avoir d'un quart de point qui amène le taux directeur à 4,5 %, c'est peut-être la dernière, puis on prévoit une pause. Et selon le sondage d'investisseurs, non seulement on prévoit une pause, pardon, mais on pourrait observer même un repli de 1 % du taux directeur dans les 12, 13, 15 prochains mois. Ça reste à suivre, mais ça donne un peu le sentiment de marché. Puis c'est pour ça qu'évidemment, comme vous avez vu dans les marchés, sur les indices boursiers, il y a une propulsion des indices boursiers au Canada puis aux États-Unis. Ici, on voit le S&P 500 qui est en hausse en date du 1er février de 7,4 % au moment qu'on enregistre cette vidéo-là. C'est vraiment un rebond qui est très fort. C'est pas nécessairement parce qu'il y a un optimisme, mais c'est qu'on voit que la situation est peut-être moins pire. Puis on voit que la médecine des banques centrales font leur effet. Quand on regarde par secteur ce qui se passe au niveau de la hausse du S&P 500, on peut voir qu'il y a des secteurs qui avaient été fortement affectés reprennent la force. La consommation discrétionnaire et beaucoup de sociétés de technologie ou dans le secteur de la communication qui se rabat beaucoup sur la technologie ont repris des hausses. On peut observer aussi les matériaux, mais aussi l'immobilier qui avait été vraiment impacté par les hausses de taux d'intérêt. À mon avis, si
on a un appétit de la part des investisseurs du côté du risque. Ça va arriver. Le quoi, on le sait, mais c'est le quand, on ne le sait pas. Je ne dis pas que c'est immédiatement, mais quand ça va arriver, le mouvement des prix d'action nous indique, entre autres, que le secteur des technologies pourrait bien performer. En particulier les technologies, les sociétés qui sont rentables ou les sociétés qui ne sont pas nécessairement rentables, mais qui sont très bien capitalisées. Ils ont beaucoup de liquidités, donc on a la conviction que leur plan d'affaires, c'est d'atteindre la rentabilité sans qu'il y ait à passer à travers une ronde de financement. Parce qu'actuellement, c'est une compagnie technologique qui est déficitaire, puis elle doit passer sur une ronde de financement pour renflouer ses coffres. C'est certain qu'elle n'aura pas de conditions avantageuses. Donc, moi, le secteur de la technologie, ça a attiré mon attention. Dans le but de garder la présentation relativement brève, je vais juste vous parler d'un dernier secteur qui a capté mon attention pour vous montrer un peu c'est quoi notre réflexion. Le marché a bien été, mais savez-vous quoi? Le gaz naturel, par contre, ce n'est pas tous les secteurs qui performent bien. Le gaz naturel, ça a été très difficile. Le prix oscille environ, il a vraiment progressé durant la guerre en Ukraine, mais actuellement, il a vraiment chuté autour de 2,50. Pourquoi? En fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'on était vraiment inquiets, surtout pour les citoyens en Europe, que s'il y avait un hiver qui était très froid, que la facture énergétique allait devenir démesurée. Finalement, l'hiver a été relativement douce. Les inventaires sont encore relativement élevés parce qu'on n'a pas consommé autant qu'on pensait, ce qui fait qu'il y a un affaissement dans le prix du gaz naturel. Selon le principal institut qui gouverne le secteur énergétique dans le monde, leur cible au niveau du prix du gaz naturel devrait être un peu au-dessus de 5 $. Actuellement, comme j'ai dit, il est à 2,50 $. Mais comme vous pouvez voir, c'est un creux qui a été touché à quelques reprises dans l'histoire, si on regarde les 10 dernières années, parce que le gaz naturel, faire une prédiction, c'est impossible parce qu'on prend en compte une vigueur économique, des inventaires, la température, il y a plein de facteurs. Donc, c'est un investisseur qui touche le secteur du gaz naturel doit réaliser que le producteur, il n'y a pas un contrôle sur le prix. Il est victime des variations du marché et des variations, il va en avoir. Donc, c'est quand même un secteur très volatile. Pourquoi j'en parle? Parce que des fois, les investisseurs communiquent avec moi puis ils cherchent des secteurs à escompte. Puis je dis peut-être que ça vaut la peine de commencer à creuser dans le secteur du gaz naturel. Ici, on voit le secteur de l'énergie qui inclut aussi les producteurs de pétrole au Canada. Les multiples sont très bas par rapport à des référents historiques. Pourtant, le Canada en particulier est quand même bien positionné pour le gaz naturel. Selon les experts, il faut s'attendre quand même à une réduction de la consommation à long terme du gaz naturel. Actuellement, en 2021, on a consommé à peu près 880, en anglais on dit billion cubic meter. Si on projette en 2025, qui est très loin, dans à peu près 30 ans, c'est une consommation qui va réduire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est voir les exportations d'Amérique du Nord de 2021 selon les projections de 2050. Elles vont beaucoup augmenter. Et qui va les recevoir? Actuellement, on exporte très peu dans le secteur de l'Asie, aussi dans les pays qui sont en développement. Mais vous voyez vraiment qu'il y a une bonne proportion qui va aller de l'Amérique du Nord vers l'Europe et vers l'Asie, et aussi dans certaines proportions un peu plus vers le Japon. Pourquoi l'Asie en particulier? Il faut réaliser qu'actuellement, en Asie, il y a 600 millions de personnes qui vivent avec aucune électricité et environ 1,8 milliard de personnes qui utilisent du bois ou du charbon pour cuisiner ou le chauffage de leur maison. C'est certain que ces gens-là auraient une valeur ajoutée à aller vers le gaz naturel comme alternative. Et au fur et à mesure que les habitants des pays émergents accèdent à la classe moyenne, bien évidemment, ils veulent améliorer leur sort. Le Canada, on a une position vraiment particulière, puis surtout le bassin de Montney, parce qu'on a des réserves pour les 50 prochaines années. Aux États-Unis, on a des bassins qui ont été très prometteurs, mais il y a eu beaucoup d'exploitation. Et maintenant, l'objectif, avec divers projets, que ce soit le projet de LNG Canada, que ce soit aussi GasLink, c'est vraiment de permettre l'exportation vers l'Asie du gaz naturel. Donc, l'idée ici, pourquoi je vous parlais de ce point-là en particulier, c'était un peu vous donner notre réflexion en tant qu'investisseur que dans la volatilité, c'est bon de prendre un pas de recul puis interpréter ce qui se passe. Puis dans certaines baisses, on peut voir certaines opportunités. On aurait pu parler de plein de secteurs, mais je vous dirais que moi, personnellement, je voulais vous parler un peu de ce qui m'a marqué au mois de janvier 2023. On souhaite d'autres mois comme on vient de vivre dans le marché pour rattraper ce qu'on a vécu au courant de l'année dernière. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.